TV empire. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Ce n'était pas juste un coup de sang, c'était un manifeste. Et des années plus tard, au tribunal, cette même énergie a explosé. Didi a foncé sur un témoin avec une telle violence que les agents de sécurité ont dû intervenir pour le maîtriser. Mais cette rage, elle ne s'est pas manifestée qu'en salle d'audience. Elle bouillonnait depuis des années. Même après son arrestation, il passait des appels secrets depuis la prison, organisait des paiements de silence, via sa propre mère. Et puis, il y a eu le témoignage de Cassie. Ce qu'elle a révélé a fait basculer l'affaire de l'ombre à l'insoutenable. You know, attorneys say that this is the first time that they've met since 2018 when she attended the funeral for Kim Porter, which is the mother of Sean Combs' 3 children. When she walked in there, Rachel, she had on a brown dress, form-fitting, visibly pregnant, head held high, and did not make any eye contact with the defendant, with Sean Combs. When the prosecution asked her, was there ever a time that you enjoyed the freak-offs? This is when Cassie got choked up and she said, I did, but only because I got to spend one-on-one time with Combs, and I really did love him. Laisse-moi te remettre à jour. Commençons par un fait choquant. Selon les documents judiciaires, Didi aurait contacté des témoins depuis sa cellule. Oui, tu as bien entendu. Le mec est derrière les barreaux, et il tire encore les ficelles comme un marionnettiste. Les procureurs parlent de tentatives acharnées pour influencer les témoignages. Ce n'est pas juste franchir la ligne. C'est faire un saut périlleux au-dessus pour atterrir en territoire criminel. Comment faisait-il ça? Apparemment, il utilisait les comptes téléphoniques d'autres détenus pour appeler, totalement interdit. C'est comme utiliser la carte d'identité de quelqu'un d'autre pour rentrer en boîte, mais en 1000 fois plus illégal. Il aurait aussi mis en place un réseau clandestin pour accéder aux témoins. Et il ne s'arrêtait pas là. Il aurait demandé à sa famille de contacter les témoins à sa place. Utiliser ta propre mère pour salir des gens. Même pour quelqu'un poursuivi pour crimes graves, c'est bas. Sa mère, Janice Combs, a même été citée dans une plainte pour avoir fait pression sur une victime présumée pour qu'elle accepte de l'argent contre son silence. Mais attends, ce n'est pas tout. Il aurait rédigé des déclarations à publier sur Instagram depuis la prison, en collaborant par texto avec un témoin clé. Et ce n'est pas juste de la com. Selon les procureurs, ce témoin aurait reçu de l'argent après avoir posté ce message. Acheter la loyauté des gens? Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. Et le plus fou? Il surveillait même les performances d'une vidéo d'anniversaire de ses enfants sur les réseaux sociaux, pour analyser comment ça pourrait influencer les jurés. Ça, c'est de la manipulation de haut niveau. Essayer de fausser l'opinion publique avant même le procès? Ces agissements ont été utilisés pour justifier son refus de libération sous caution. Les procureurs ont dit clairement, tant qu'il est dehors, il est une menace pour l'intégrité des témoignages. Et le juge a validé. Traduction? S'il le libère, il sera au téléphone avant même que tu puisses dire « Bad boy for life ». Maintenant, parlons des théories du complot qui gravitent autour de cette affaire. Et accroche-toi, parce que ça part loin. L'une des plus folles concerne un homme nommé Jonathan Audi. En 2018, Audi a été arrêté pour avoir tiré sur le complexe Trump Doral à Miami. Pendant son interrogatoire, il a balancé des révélations explosives. Il a affirmé qu'il était un esclave pour Didi et Cassie. Oui, un esclave. Il a déclaré que Didi lui donnait des instructions sur quoi faire avec Cassie lors de leur rencontre. Encore plus troublant, il aurait signé un accord de confidentialité de 5 millions de dollars en juillet 2014. Son ex-femme, Tanya Trutwine, a corroboré ces faits en liant l'accord à leur divorce de 2014 et à des achats immobiliers suspects juste après. Au début, tout le monde pensait qu'Audi délirait à cause de son état mental et de l'incident violent au complexe. Mais les choses ont changé avec le témoignage de Cassie. Selon plusieurs interprétations, elle aurait confirmé que Jonathan Audi était impliqué dans certaines de ses rencontres sexuelles avec Didi. Sur les réseaux sociaux, certains y voient la preuve qu'une théorie du complot vient de devenir réalité. Un utilisateur sur X a écrit le 14 mai 2025. Avec le témoignage de Cassie au procès de Didi, une autre théorie du complot se confirme. Et franchement, vu la fumée qui s'élève, difficile de nier qu'il y a peut-être un feu en dessous. D'autres théories affirment que le comportement de Didi était un secret de polichinelle dans l'industrie musicale, qu'il était protégé, voire aidé, par d'autres figures puissantes, producteurs, artistes, dirigeants de labels, un réseau de silence.
Des voix commencent à suggérer que Didi ne serait que la pointe de l'iceberg, que ses agissements s'inscrivent dans un problème systémique plus large d'abus et d'exploitation dans l'industrie du divertissement. Et quand tu regardes l'accumulation des allégations, pas juste avec Cassie, mais avec plusieurs femmes, tu ne peux pas t'empêcher de te demander jusqu'où s'enfonce ce terrier. Mais il n'y a pas que Cassie. Parlons maintenant de la fameuse victime numéro 3. Une ex-petite amie de Didi, identifiée dans l'acte d'accusation, mais dont le témoignage pose problème. Selon les procureurs, elle est restée réticente depuis le début. Elle veut peut-être témoigner ou pas. Il discute avec son avocat, mais rien n'est certain. Pourquoi hésiter? On peut imaginer plein de raisons. Peur de représailles, souci de sécurité, pression psychologique, ou peut-être, qui sait, des contacts suspects venant du clan Didi. Parce que franchement, ça ne serait pas la première fois qu'un puissant essaie de faire taire les victimes. Et l'absence de cette témoin pourrait être un vrai coup dur pour les procureurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de plus d'une voix pour établir un modèle, un schéma d'abus. Sans elle, la défense peut facilement réduire tout à une simple relation toxique avec Cassie. Une victime, c'est un incident. 3 victimes, c'est une méthode. Mais même sans elle, le procès a déjà révélé des comportements troublants de Didi. Le jour de l'ouverture du procès, il a été vu en train de lire une Bible sur la table de la défense. Coïncidence? Stratégie? Beaucoup y voient une tentative de manipulation, comme un élève pris en train de tricher qui décide soudain de devenir premier de la classe. Trop peu, trop tard. Les réseaux sociaux n'ont pas manqué de réagir. Certains ont raillé le contraste entre cette image de pieux croyant et les plus de 1000 bouteilles d'huile pour le corps saisi dans ses propriétés. Un autre commentaire disait « Les gens qui affichent leur foi en public juste pour l'image, ce ne sont pas des croyants, ce sont des acteurs. » Et on comprend ce cynisme, parce que ces gestes ne sont pas des preuves de remords, ce sont des manœuvres, des méthodes de contrôle de l'image. Mais le moment le plus glaçant reste peut-être ce témoignage lié à un incident dans un hôtel. Un agent de sécurité appelé par Cassie a décrit le regard de Didi comme « diabolique ». Ce n'était pas le regard d'un homme qui regrette. C'était celui de quelqu'un furieux d'avoir perdu le contrôle. Selon cet agent, Didi aurait même tenté de le payer pour acheter son silence. Et quand quelqu'un tente de t'acheter, c'est rarement pour une bonne raison. Passons maintenant à ce que Cassie a vécu dans cette relation, et prépare-toi, parce que c'est là que ça devient vraiment sombre. Selon son témoignage, Didi contrôlait tout, ce qu'elle portait, avec qui elle parlait, jusqu'à la couleur de ses ongles, blanc ou French manucure, toujours, comme si elle était une poupée qu'il façonnait à son image. Les procureurs lui ont demandé « Qui décidait de ce que vous portiez ?» Réponse « Sean Combs ». Mais le plus terrifiant, ce sont les fameux « freak-offs ». On va rester PG ici, mais pour faire simple, ce sont des séances où elle était forcée à avoir des relations avec d'autres personnes pendant que Didi regardait. He said that Diddy offered him a ton of money, and to that, Brian still. It was a stack. Yeah, he said he came out with a huge stack of money, and he didn't offer it. The prosecution is asking her questions to show that she wasn't in control. She said that Sean Combs directed everything from what she had on, to the lighting in the room, to how she was supposed to interact with the person that she was having. Ces séances pouvaient durer jusqu'à 4 jours. Oui, tu as bien lu. 4 jours. Et après, elle avait besoin de perfusion. Physiquement épuisée, mentalement brisée. Cassie a décrit des infections récurrentes, des plaies dans la bouche, des douleurs à l'estomac. Les antibiotiques ne fonctionnaient plus. C'était de la torture, pas juste de l'abus. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà apprécié ces moments, elle a fondu en larmes. Elle a dit « Seulement parce que ça me permettait de passer du temps seul avec lui ». C'est ça, l'abus psychologique, quand on te détruit tellement que tu crois que la souffrance, c'est de l'amour. Elle avait 22 ans, encore une gamine. Lui, un homme puissant, riche, avec le contrôle total sur sa carrière. Elle avait signé pour 10 albums avec son label. 10. Il détenait son avenir. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste une relation toxique, c'est un système. Un engrenage où le pouvoir écrase tout. Et pendant que les jurés écoutaient, on leur a montré les photos, lèvres éclatées, yeux au beurre noir, hématomes sur le front. Ce n'était pas une dispute, c'était des années de violence. Quand Didi s'est présenté au tribunal, il était méconnaissable. Fini les lunettes de soleil, les manteaux en fourrure, le bling-bling. Place à des lunettes sobres, des pulls col rond, des cheveux grisonnants. Un relooking stratégique? Absolument. Parce que dans un procès aussi grave, l'image compte. Et son équipe le sait. Comme l'a dit un commentateur, c'est le loup qui met la peau de mouton. Et il n'est pas venu seul. Sa famille était là, sa mère,
ses enfants. Même un cercle de prière devant le tribunal, scandant « Tourne-toi vers le Très-Haut, cherche son visage ». Une opération RP bien huilée. Mais pour beaucoup, c'est trop tard. Pendant le témoignage de Cassie, Didi était concentré, silencieux, figé. Il ne réagissait pas, mais ses yeux suivaient chaque mot, comme s'il tentait de prédire ce qu'elle allait révéler. Mais ce silence, ce masque neutre, c'est aussi un choix, un contrôle. Parce que même sur le banc des accusés, il garde une posture de maître du jeu. La défense, elle, avance que tout était consenti, que leur relation était atypique, oui, mais mutuelle, que les fameuses vidéos seraient manipulées. Mais voilà le dilemme. Comment attaquer vigoureusement une femme enceinte sans passer pour un monstre? Beaucoup d'experts disent que c'est un terrain miné. Et même s'ils ne l'attaquent pas directement, le mal est fait. Son témoignage est puissant. Et les jurés, ils sont rivés sur elle. Elle a été là pendant plus de 10 ans. Elle sait tout. Le jury est composé de 8 hommes et 4 femmes. Ils écoutent chaque mot. Parce que s'ils la croient, Didi risque la prison à vie. Et soyons clairs, ce procès, ce n'est pas juste sur Didi. C'est sur les dynamiques de pouvoir dans l'industrie musicale, sur la façon dont l'influence peut être une arme pour étouffer les victimes. Et justement, parlons-en de cette industrie. Hollywood a tremblé quand l'affaire a explosé. Mais ce n'est pas la justice qui a fait le plus de bruit au début, c'est le silence. Où étaient les stars, les amis, les collaborateurs de toujours, les grands noms qui faisaient la fête avec lui, qui apparaissaient dans ses clips, sur ses tapis rouges? Muets. Tous. Jay-Z, Jennifer Lopez, Usher, Naomi Campbell, Justin Bieber, tous absents. Aucun commentaire, aucune déclaration. Zéro. Pourquoi ce mutisme? Selon des experts en images publiques, c'est simple, éviter la contamination. Un tweet mal calibré et leur réputation prend feu. Alors ils attendent, ils regardent, et ils se taisent. Mais certaines voix n'ont pas eu peur. Charlemagne Tagod, dans son émission, a prévenu « Si Didi tombe pour trafic sexuel et racket, d'autres vont suivre. » Ceux qui étaient présents à ces fameuses « freak-off », ceux qui savaient. Il a même dit « Si t'as déjà été à poil avec Didi dans une pièce où il y avait d'autres gens, accroche-toi. » Puis il y a eu G. Hill, journaliste, frontal, qui a recentré le débat sur les victimes, notamment les femmes noires. Elle a tweeté « Ce n'est pas une histoire d'hommes noirs qui tombent, c'est une histoire de femmes noires qui enfin trouvent justice. » Et bien sûr, Aubrey O'Day, ancienne protégée de Didi. Sa réaction était un mélange de soulagement et de douleur. Elle a écrit « C'est une victoire pour toutes les femmes, on a enfin l'espace pour tourner la page. » Mais tout le monde n'est pas sur cette longueur d'onde. Boosie Badazz, par exemple, a minimisé l'affaire. Pour lui, ce que Didi a fait, d'autres l'ont fait aussi. Une posture très controversée, mais qui reflète une frange encore attachée aux vieilles habitudes. Et puis, il y a eu le moment qui a tout changé. La sortie du documentaire The Downfall of Didi sur Tubi, produit par TMZ. Oui, TMZ, pas des rigolos. Dans ce doc explosif, des proches, anciens collaborateurs et même Suge Knight ont pris la parole. Suge Knight, l'ancien rival de Didi dans la guerre East vs West. Et que dit-il? Il parle des enfants de Didi. Il parle du mal que cette affaire fait à la culture hip-hop. Je pensais que j'allais me réjouir, mais j'ai eu une réaction différente. J'ai pensé à ses enfants. Un moment surréel. Suge Knight, la voix de la raison. Mais dans cette affaire, tout est devenu possible. Et justement, les révélations continuent de tomber, et elles sont de plus en plus accablantes. D'après les autorités fédérales, plus de 250 caméras ont été saisies dans les propriétés de Didi. Oui, 250. Et ces caméras auraient enregistré tout ce qui se passait dans ces maisons. Tout. Mark Curry, un ancien proche de Didi, affirme que ces vidéos pourraient être le clou du cercueil. Des preuves irréfutables d'un système d'abus bien organisé. Il a dit « S'ils ont 250 caméras, ils ont forcément des images compromettantes. » Mais ce n'est pas tout. D'anciens employés ont été approchés pour témoigner dans le documentaire. Certains ont accepté, d'autres ont refusé. Par peur. Un employé anonyme a confié au producteur de TMZ « Travailler pour lui, c'est risqué. Il a des ennemis puissants. Je ne veux pas devenir une cible. » Ce n'est plus juste une affaire judiciaire. C'est une atmosphère de tension, de silence pesant, de menaces implicites. Comme si tout le monde savait, mais que personne n'osait parler. Parallèlement, de nouvelles plaintes ont émergé. Des accusations récentes,
Des témoignages qui s'ajoutent aux précédents. Chaque semaine, une nouvelle pièce s'ajoute au puzzle. Une spirale impossible à freiner. Et au centre de tout ça, un empire qui s'effondre lentement. Une légende qui passe du statut d'icône à celui de symbole d'un système corrompu. Mais l'affaire Diddy dépasse largement sa personne. C'est un miroir tendu à l'industrie du divertissement. Pray to the Most High Jesus Christ. Pray to God. Pray to God. Seek His face, like He said. Turn from How is it fit inside court? Seek His face. Seek His face. Une question directe. Combien de temps encore va-t-on protéger les puissants? Alors que l'enquête s'intensifie, une autre question persiste. Pourquoi les proches célèbres de Diddy restent-ils silencieux? Des personnalités comme Jay-Z, Snoop Dogg, Mary J. Blige ou Justin Bieber, toutes proches de lui, n'ont toujours pas pris la parole. Aucun message de soutien, aucun mot de désapprobation, rien. Dans un monde où un simple like ou une story peut déchaîner des polémiques, ce silence est lourd. Est-ce la peur, la loyauté, ou une tentative de ne pas être éclaboussés eux aussi? Eric Schiffer, expert en gestion de réputation, explique. Ils se taisent parce qu'ils ont peur pour leur image, mais aussi pour ce que Diddy pourrait révéler sur eux. Et puis, il y a cette rumeur persistante. Des vidéos compromettantes circuleraient dans le dark web. Des enregistrements des fameuses freak-off, où d'autres visages connus pourraient apparaître. Autrement dit, parler pourrait signifier s'incriminer. Mais certaines voix refusent ce silence. L'animatrice Megyn Kelly a interpellé publiquement Justin Bieber. Elle a dit « Il était jeune quand il a été pris sous l'aile de Diddy. Il doit dire ce qu'il sait. » Et puis, il y a Rosie O'Donnell. L'ancienne voisine de Diddy a publié une vidéo TikTok de presque 10 minutes. Et là, elle a tout balancé. Elle commence par une anecdote apparemment anodine. Une soirée du Nouvel An où sa famille a été refoulée parce qu'ils portèrent des joggings. Mais très vite, elle bascule dans le grave. Comparant Diddy à Harvey Weinstein, elle déclare « Trop de gens le connaissent. Trop de gens devraient être au courant. » Et elle ajoute « Comment peux-tu ne pas te considérer comme un violeur quand tu regardes, participes ou filmes un viol ?» Des mots lourds, un ton grave. Un moment qui a secoué l'opinion publique. Car Rosie ne parle pas juste d'un voisin. Elle parle d'un système. Et ce qu'elle dit, c'est que beaucoup savaient. Et que personne n'a parlé. Envie d'en découvrir encore plus? Ne rate pas notre dernière vidéo. Et si tu veux creuser plus loin, clique sur notre playlist spéciale, Procès de Diddy. Une plongée sans filtre dans les coulisses les plus sombres du showbiz. Clique maintenant à l'écran ou retrouve les liens juste en dessous. La vérité ne fait que commencer à sortir.